Voilà, Perspective reçoit aujourd'hui M. Mathias Umpe, administrateur de programme gouvernance politique et consolidation démocratique à Osiwa. Monsieur Umpe, bonjour. Bonjour. La situation au Bénin est pour le moins tendue. Un mois après l'offre de médiation, les premières rencontres ont commencé à Cotonou ces derniers jours. Le contexte, vous le savez, les 83 députés élus le 28 avril dernier appartiennent au camp de Patrice Talon, le président de la République. Il s'agit des Républicains et des Progressistes, les seuls partis d'ailleurs à avoir une existence légale. Les principaux partis d'opposition n'ont toujours pas de certificat de conformité. Il y a aussi des figures majeures de l'opposition qui sont contraintes de vivre à l'étranger. Avec vous, Mathias Umpe, nous allons essayer de comprendre un peu ce qui se joue au Bénin. Le Bénin, votre pays, qui quand même est un précurseur du mouvement de démocratisation en Afrique de l'Ouest au début des années 90. Et le pays traverse aujourd'hui une crise politique aiguë, inédite, dont on ne peut même pas prévoir l'issue et dont la violence choque encore une société béninoise guère habituée à ce genre de pratiques. C'est votre point de vue? C'est vrai que nous sommes tous, je veux dire, nous les Béninois et même les citoyens des autres pays de la sous-région, nous sommes tous surpris et vraiment frustrés devant ce qui se passe au Bénin. Ou comme vous le dites si bien, ça fait des années qu'on a pu regarder le Bénin comme un pays de crise politique. Et on pensait vraiment que tout ceci, parce que nous avons été un pays d'instabilité politique par le passé, et donc on pensait que c'était vraiment derrière nous. Avec les conférences nationales à l'époque. Voilà. Donc comme vous le savez, le pays a été un pays d'instabilité politique pendant les premières années d'indépendance. Je pense que de 60, où on est devenu indépendant, à 72, on a connu au moins 6 coups d'État, on a connu au moins 6 autres tentatives de coups d'État avortés, etc. Et par la suite, donc de 72 jusqu'à 89, on a vécu sous un régime militaro-marxiste qui était plutôt un pouvoir autoritaire. Et en 91 ou en 90, je dirais, on a organisé la conférence nationale qui a donc inauguré l'avènement du renouveau démocratique. Et donc depuis 91, où on a organisé les premières élections du renouveau démocratique, on pensait vraiment qu'on avait conjuré le sort de l'instabilité politique. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit de crise, comme semble le dire certains observateurs, ou de frustration, comme le dit le chef de l'État, Patrice Talon, puisque dans son message à la nation le 20 mai dernier, Patrice Talon, analysant ce qu'il faut bien appeler crise, pointait du doigt, je cite, un multipartisme débridé que nous avons cultivé depuis 30 ans, et qui est la cause principale d'une mauvaise gouvernance, source de notre sous-développement. Fin de citation. Je pense que nous tous, nous n'étions pas satisfaits de la manière dont le système partisan était configuré et la dynamique au sein de ce système partisan. Et on n'était pas non plus satisfaits de la contribution qu'apportaient, n'est-ce pas, les partis politiques à la gestion des affaires de la cité. Mais dans le même temps, aller à la conclusion qui consiste à dire que c'est le multipartisme intégral, débridé, qui était source, n'est-ce pas, du sous-développement au Bénin et tout, je pense que c'est une exagération. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, une fois que ce constat est fait, que le multipartisme tel qu'on l'a vécu jusque-là n'aidait pas à la gestion des affaires de la cité comme il le fallait, il faut voir si les solutions qui ont été proposées étaient de très bonnes solutions. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que ces solutions ont contribué à créer la crise que le pays traverse aujourd'hui. Et vous voyez, dans ce même discours auquel vous venez de faire référence, le président Talon a appelé à ce qu'on revoie les tests. C'est-à-dire que les réformes qui ont été faites, leur application a posé des problèmes. Et donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, parmi les voies de sortie de crise, il faut aller revoir les solutions qui ont été proposées. Mais avant de revoir les solutions, parce que Patrice Talon, si on suit un peu sa logique, c'est peut-être cela qui l'a motivé un peu à
cherché à gouverner le Bénin. Parce que pendant longtemps, on disait que Patrice Talon a financé les partis politiques, même le président sortant. Il y a Iboni, il a été un de ses bailleurs. Est-ce que c'est sur cela que Patrice Talon a toujours surfé? Je suis complètement d'accord qu'il était derrière la scène depuis le milieu des années 90. Donc ça fait quand même longtemps, plus d'une vingtaine d'années, qu'il connaît très bien le milieu politique béninois. Parce qu'à un moment donné, nous du dehors, on ne s'en était pas rendu compte, mais il était pratiquement l'un des bailleurs, des principaux bailleurs de la classe politique. Donc il connaît très bien les acteurs politiques béninois, il connaît très bien leur mode de fonctionnement et la manière dont ils contribuent à empêcher la bonne gouvernance, ils contribuent à réduire les chances, n'est-ce pas, du bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la gestion des affaires de la cité et tout. Donc je comprends ça. Mais vous savez, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, une fois que vous connaissez une situation, lorsqu'il s'agit de chercher des solutions aux problèmes qui caractérisent ces situations, il vaut mieux se donner le temps et créer un environnement qui fait que les solutions que vous proposez ou que vous apportez aident vraiment à résoudre les problèmes. Certainement, lui, il veut une bipolarisation de la... Je pense qu'il veut... bipartisme. Je crois qu'il ne voulait pas, je ne suis pas sûr qu'il voulait aller jusque-là. Je crois que ce qu'il voudrait, c'est réduire, si vous voulez, la fragmentation du paysage partisan au Bénin. Donc c'est ça son problème. Qui est un problème que vous connaissez aussi un peu ici au Sénégal, où on parle de 300 partis, 500 partis, etc. Nous étions dans la même situation. Et donc, lui pense, et ceux qui le soutiennent, pensent qu'en réduisant considérablement le nombre de partis politiques, on peut aider à réduire un certain nombre de pathologies qui caractérisent, n'est-ce pas, la politique dans nos pays. Parce que quand vous lisez le code électoral, ou la charte des partis politiques, où vous retrouvez les conditions de création des partis politiques et de participation aux élections, vous voyez très bien que le souci, c'est d'avoir environ 4 partis politiques. Et donc, ils veulent réduire considérablement le nombre de partis politiques au pays. Personnellement, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau, mais on pourra peut-être en discuter. Allons-y. La confusion, pour moi, vous savez, dans un pays, la création des partis politiques relève directement de la jouissance des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Si vous accordez aux citoyens la liberté d'association, d'expression et de pensée, vous ne pouvez pas les empêcher de créer des partis politiques. Par contre, ce qu'il faut réguler, ce sont les partis politiques qui s'asseyent autour des instances de décision. Par exemple, combien de partis politiques sont représentés au Parlement? Si je prends le cas des États-Unis, on ne connaît que 2 partis politiques aux États-Unis. Quand on est dehors, il y a plus de 100 partis politiques qui sont en vie aux États-Unis. Mais il n'y a que 2 qui ont accès au pouvoir de décision, c'est les démocrates et les républicains. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez 2 ou 3 partis au grand maximum. Les conservateurs, les travailleurs. Voilà. Mais en Grande-Bretagne, vous avez beaucoup d'autres partis politiques. Mais le système est fait de sorte que il n'y a pas pléthore de partis politiques autour de la table de décision. Parce que ça réduit les confusions, ça rend le système un peu plus prévisible, ça rend la responsabilité plus facile à mettre en œuvre, etc. Et donc, je comprends très bien. Donc, il faut faire la différence entre la création des partis politiques et l'existence juridique des partis politiques qui découle naturellement de la jouissance des droits et libertés fondamentaux des citoyens et la réglementation qui fait que autour de la table de décision, il y a un nombre réduit de partis politiques. Au Bénin, ce qu'on a fait en ce moment, on est allé simplement avec des mesures qui réduisent complètement le nombre de partis. Faire table rase de tout ce qu'il y a. Ça veut dire que vous, en tant que citoyen, vous, par exemple, moi, Mathias, je ne peux pas retourner au Bénin si je veux créer un parti politique parce que les conditions de création et d'existence juridique des partis politiques sont tellement drastiques que je ne peux pas. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est en partie une violation des droits et libertés fondamentaux des citoyens qu'on vient de créer au Bénin. Justement, cette situation a créé des violences post-électorales meurtrières, d'ailleurs, les 1er et 2 mai, qui ont fait au moins 4 morts. Une situation qui n'a même pas surpris l'opposition béninoise, qui critique aujourd'hui la dérive autoritaire du président Talon. C'est pas trop fort? Non, je crois que quand vous êtes au Bénin ces dernières années, vous pouvez voir ce qui se passe au Bénin un peu comme une dérive autoritaire. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, depuis 1991 au Bénin, on jouit vraiment d'une liberté quasi totale. Je veux dire du point de vue politique. Vous avez la liberté de vous associer, de vous exprimer, de penser ce que vous voulez, etc. Donc vous savez que sous le président Talon, par exemple, le droit de grève a été retiré, n'est-ce pas, à des corps de l'administration publique. Quand vous prenez, par exemple, la grève a été tellement réglementée
qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a même plus de sens pour les fonctionnaires d'aller en grève au Bénin. Les médias sont muselés également. Voilà. Et donc, vous avez par exemple que les médias au Bénin, aujourd'hui, sont quasiment tous sous la coupole soit du chef de l'État, ou alors vous faites face à une sorte de répression. Et donc, je pense que nous ne sommes pas habitués à cela au Bénin. Et pour nous, contrairement à un pays comme le Sénégal, quand vous avez vécu déjà sur des pouvoirs autoritaires, vous avez peur de retourner là-bas. Vous savez qu'on nous, on a vécu 17 ans sous un régime militaro-marxiste, où c'était un régime de Mathieu Kérékou, c'était un régime de parti unique, organisation des jeunes unique, organisation syndicat unique. On a connu ça, médias uniques, tout. On est loin de là. Voilà, on n'est pas encore retourné là-bas, mais vous comprenez que, comme on dit chez nous, quand vous avez été mordu par le serpent, dans un adage de chez moi, quand vous voyez le ver de terre, vous faites attention. Et donc, quand on commence à nous retirer progressivement les libertés et droits fondamentaux qu'on a acquis quand même à la suite des luttes assez âpres au Bénin, vous comprenez qu'on soit un peu inquiet et que parfois on l'exprime avec des mots. Mais Talon aussi reproche à la classe politique son clientélisme, la recherche de Marocains, le portefeuille ministériel. Est-ce que sur ce point-là, il n'a pas... Non, il a raison. Je suis complètement d'accord avec lui. Que la politique, malheureusement, chez nous, a été caractérisée jusque-là comme un espace où ne peuvent évoluer que des gens qui pensent beaucoup plus à leurs préoccupations personnelles. Donc vous parlez de Marocains, vous parlez de marché, vous parlez du clientélisme, du népotisme, etc. Je suis complètement d'accord avec vous que la politique a été caractérisée de cette manière. Mais durant ces décennies-là aussi, la classe politique n'a pas été renouvelée. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur tout ça. Oui. Mais moi, de mon point de vue, je pense qu'on peut réduire, n'est-ce pas, ces travers de l'espace politique chez nous sans être obligé de retirer les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Je pense qu'on peut le faire en nous permettant de continuer à choisir de nous associer et de créer des partis politiques quand on veut, même si, comme je l'ai dit, moi je suis d'accord à ce qu'on rende les conditions, par exemple, de participation aux élections un peu plus restrictives pour que ne se retrouve autour de la table de décision qu'un nombre restreint de formations politiques, mais je ne suis pas pour qu'on m'empêche, par exemple, de façon quasiment systématique, de créer les partis politiques ou de maintenir les partis politiques. Et c'est ce qui est créé aujourd'hui. Je ne suis pas pour qu'on crée un environnement où les citoyens ne peuvent plus s'exprimer parce que les médias sont caporalisés. Je ne suis pas pour un espace où les organisations de la société civile ne se sentent plus en sécurité parce que ce qu'on a connu depuis l'époque révolutionnaire, qui est en train de revenir aujourd'hui, c'est que moi je rentre au Bénin, je veux parler, tout le monde va venir te dire non, fais attention à toi, il faut faire attention à ce que tu dis parce que tout le monde a peur. Vous pensez qu'on peut créer une société où les citoyens vont s'épanouir si tout le monde a peur de s'exprimer? Et donc je pense que ce n'est pas possible et je pense qu'on ne peut pas. Mais est-ce qu'au fond, Talon aussi, c'est pas pour un peu nettoyer l'espace politique? Parce que Talon, c'est pas un politique, c'est un homme d'affaires. Il n'a même pas de parti politique. Je suis complètement d'accord. Il est venu au pouvoir, il veut peut-être régler un certain nombre de choses avant. Je suis d'accord. Parce qu'il avait même annoncé qu'il allait faire qu'un seul mandat. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec un point. Que le président Talon n'est pas un acteur politique. Et cela se voit aujourd'hui qu'il n'a pas la capacité politiquement de gérer dans un environnement de liberté. Parce que dans un environnement de liberté, dans un environnement démocratique, votre capacité politique se voit dans la capacité que vous avez de vous asseoir avec ceux qui ne s'entendent pas avec vous et de pouvoir les amener à épouser vos idées. Donc, la démocratie et la liberté ne sont pas compatibles avec l'usage de la force ou de la brutalité pour obtenir ce que vous voulez, de ceux qui ne partagent pas vos points de vue. C'est l'argument, c'est la capacité de faire des concessions, c'est la capacité de nouer des deals. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une expression qu'on utilise souvent pour dire c'est votre capacité de nouer des deals qui détermine largement votre performance en politique. Mais justement, Mathias, est-ce qu'à ce niveau, quand même, les anciens comme Nicéphore Dieudonné Soglo ou l'ancien président Yahi Boni, ils n'ont pas... Parce qu'on a vécu la même situation presque au Sénégal. Ici, l'opposition au début avait sous-estimé Macky Sall dans sa capacité à prendre en charge certaines questions politiques. Est-ce que ça n'a pas été le cas aussi au Bénin? C'est possible, c'est difficile. Pourquoi il y a eu cette frustration? C'est possible et c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, nous n'avons pas été habitués à des anciens présidents aussi activistes que nous avons aujourd'hui. Même lorsqu'on prend le président Soglo, une fois qu'il a quitté le pouvoir, disons parce qu'il était président de la République, il est resté encore en politique parce qu'il a été candidat. Il n'a pas quitté le champ politique. Il n'a pas quitté le champ politique, mais l'activisme... Il fut même maire ou je ne sais pas. Voilà, il a été maire de la ville de Cotonou pendant 2 mandats pratiquement. Donc,
Mais l'activisme que nous voyons aujourd'hui, on ne le connaissait pas. L'activisme, par exemple, comme on voit avec le président Boni Yayi, on ne le connaissait pas. Mais ce n'est pas ça qui pose problème, justement. Je crois que j'imagine que ça fait partie des problèmes. C'est-à-dire que quand je dis l'activisme, il ne faut pas l'interpréter nécessairement de façon négative. Je pense que c'est plus difficile pour le chef de l'État actuel, le président Talon, de gérer ses prédécesseurs, que de gérer la classe politique de façon ordinaire. Parce qu'il ne peut pas les arrêter comme il le ferait avec les opposants, il ne peut pas les intimider, il ne peut pas utiliser la force de la puissance publique. À l'endroit des anciens présidents, c'est plus difficile. Et donc, je peux comprendre que ça ne crée plus de problème. La deuxième chose, ces anciens présidents, à cause de la position qu'ils ont occupée dans le pays, ont plus de facilité de drainage des foules. Ils drainent plus facilement les foules que les autres politiciens. Et donc, de ce point de vue, s'ils sont vraiment activistes, ils lui créent des problèmes. Ça, je peux comprendre politiquement. Mais une fois encore, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tant que chef de l'État, c'est votre capacité à vous asseoir avec vos prédécesseurs et à voir comment est-ce que vous pouvez vous entendre pour que le pays fonctionne. Ce n'est pas en les mettant en prison. Mais est-ce que Mathias, ce n'est pas votre problème? Parce que Thomas Yayi Boni, je me souviens également, lorsqu'il venait au pouvoir, ce n'était pas un politique, c'était un banquier. Oui, disons qu'on n'a jamais élu. Il n'avait pas une machine politique, on l'a presque parrainé. Oui, non, disons que depuis le renouveau de début. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? Depuis des technocrates, des hommes d'affaires qui sont au sommet de l'État et qui sont en face des politiques. Depuis le début du renouveau démocratique, on n'a jamais élu. On a toujours élu, je vais dire, les candidats indépendants, qui n'avaient pas de parti politique, qui n'étaient pas membres de parti politique. C'est toujours ce qu'on a dit. Mais ils ont leurs préoccupations, une fois. Voilà, exactement. Donc, chacun d'eux, une fois élu, a tenté de soutenir la formation de groupes politiques pour accompagner leurs actions et initiatives. Donc, nous sommes un peu habitués à cela, Talon n'est pas le premier. Donc, ça seul ne saurait justifier tout ce que nous vivons aujourd'hui. Comme j'ai dit, le président Soglo, quand il était élu, c'était un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale qui était venu participer à la conférence nationale, qui a été identifié pour être le premier ministre, et puis après il a été élu président. Donc il n'avait personne ne lui connaissait de passé d'activisme politique, rien. Le président Kérékou était plutôt un ancien président dictateur du parti unique. Un militaire, et donc qui est redevenu président à la suite de Soglo. Et puis Yayi Boni était à la banque des États de l'Afrique, la BOAD, Banque ouest africaine de développement, et c'est de là-bas pratiquement qu'il est venu 3 ou 4 mois avant pour devenir président. Comme le président Talon maintenant était un homme d'affaires. Donc, nous au Bénin, on est très habitués à avoir des présidents qui ne viennent pas, n'est-ce pas, des partis politiques et tout. Et donc, pour moi, de ce point de vue, le président Talon n'est pas une exception. Talon, vous l'avez dit tantôt, ne peut pas arrêter les anciens présidents. Toujours est-il que Thomas Boni Yayi a été placé en résidence surveillée à la suite de son soutien aux manifestations contre les élections législatives contre le 7 avril. Et selon ses avocats qui se disent préoccupés par son état de santé après plus d'un mois bloqué à son domicile. Thomas Boni Yayi, parlons un peu de lui. N'a-t-il pas une part de responsabilité? Non, moi je ne sais pas. Ça, c'est la justice qui va établir cela. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, le président Boni Yayi n'était pas d'accord avec, par exemple, l'organisation d'élections législatives sans la participation des partis politiques de l'opposition. Donc, il n'était pas d'accord, et ça, il l'a exprimé de façon publique. Donc, non seulement il n'était pas d'accord, mais il pensait que c'était son devoir de participer à des actions pour empêcher la tenue de pareilles élections. Et donc, je pense qu'il a participé à des manifestations, il a tenté d'organiser des marches, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si on pense que de ce fait, il a des responsabilités, c'est à la justice de s'en occuper. Mais sa situation aujourd'hui, le seul problème que ça me pose, c'est le flou qui caractérise les conditions dans lesquelles il vit aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'un mois que sa maison, même un peu plus que la maison, est entourée des agents de force de sécurité. Il y a même pratiquement un peu comme un petit poste pratiquement devant la rue qui va chez lui. Donc il ne peut pas sortir de chez lui. On a entendu des autorités à des niveaux élevés, y compris le président Soglo, manifester contre le fait qu'ils ne peuvent même pas aller lui rendre visite à la maison. Donc il ne peut pas recevoir de la visite, il ne peut pas sortir de chez lui, mais officiellement le gouvernement dit qu'il n'est pas en résidence surveillée. Et donc, ce flou autour de sa situation, moi, me pose problème. Si le gouvernement lui reproche quelque chose,
qu'il mette ce qui lui repose sur la table. Si on estime qu'il doit être en résidence surveillée, qu'on le consigne en résidence surveillée, mais que le gouvernement ait une version officielle. Mais il reproche d'avoir attisé un peu le feu, son soutien. Bon, si c'est comme ça, si on peut qualifier cela et l'amener devant la justice, qu'on l'amène devant la justice. Mais que le sentiment que ça nous donne à nous tous, Béninois aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut venir dire que vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous, sans pouvoir rien vous reprocher. Et donc, si on lui reproche quelque chose, qu'on qualifie les reproches qu'on lui fait, qu'on l'amène devant la justice et que la justice s'en charge. Mais on ne peut pas décider qu'un citoyen peut être juste gardé chez lui sans aucun statut juridique clair. Et ça, je pense que ça, c'est un problème. Et c'est un problème pour nous tous en tant que citoyens. Nous, on peut craindre. Si on fait ça à un ancien président de la République, ça veut dire que moi, Mathias, je peux rentrer à Cotonou et puis on peut venir me prendre et m'amener où on veut. Sous prétexte, par exemple, que bon, je peux être source, n'est-ce pas, de perturbations, etc. Et je pense que ça, si moi j'ai un problème, c'est seulement à ce niveau. Si on pense que le président doit être placé en résidence surveillée, qu'on le dise qu'il est en résidence surveillée. Et qu'on dise pourquoi il est en résidence surveillée. S'il n'est pas en résidence surveillée, qu'on le laisse libre. Parce que même si, en sortant de chez lui, il peut créer des manifestations, parce qu'il va mobiliser des foules qui vont le suivre. S'il sort de chez lui, ça crée un trouble. Non, je suis complètement d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait dans les démocraties où les gens jouissent de leur liberté de manifestation et d'expression? On encadre. Ça veut dire que ce que moi je peux comprendre maintenant, c'est qu'on dise, bon, dès qu'il sort, qu'on voit des forces de sécurité autour pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, qu'on le monte devant ses responsabilités pour dire, si tu ne demandes pas tu n'as pas une demande autorisée ou au moins pour informer les autorités que tu veux sortir et que ça peut drainer la foule et tout, et que ça crée des problèmes, qu'on te rende responsable, etc. Mais on ne peut pas simplement décider de dire, sous prétexte qu'on craint que tu puisses créer, n'est-ce pas, des troubles, t'empêcher de sortir de chez toi et de recevoir de la visite. C'est comme si tu étais... La prison, ce n'est pas autre chose, la prison. C'est que tu ne peux pas sortir quand tu veux et tu ne peux pas recevoir, même en prison, on reçoit des visites. Ou bien. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème. Et ce problème, le gouvernement béninois doit trancher. Voilà, je rappelle que Perspective reçoit aujourd'hui M. Mathias Umpe, administrateur de programme au SIWA. Cela nous amène justement à parler de la médiation qui est en cours. On parle du médiateur en chef qui est le président de la conférence épiscopale. Il est assisté de 2 collaborateurs et de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Victor Agbanou et son équipe, qui ont reçu séparément il y a quelques jours à Cotonou même, Maître Joseph Dogbenou, qui est le président de la Cour constitutionnelle, et lui, Vlavonou, je crois avoir bien prononcé, qui est le président du nouveau Parlement contesté. Dans tout ça, Talon semble avoir offert une ouverture pour qu'il y ait un dialogue quand même, parce qu'il y a la médiation qui a été mise en place. Oui, donc moi je fais partie des gens qui considèrent cette initiative de l'Église catholique comme une initiative prometteuse. Donc, mais vous savez comment en politique ça fonctionne. Lorsque vous tendez la main pour le dialogue, les acteurs politiques, surtout ceux qui sont de l'autre côté de la table, ne veulent pas des signaux contradictoires. Vous ne pouvez pas dire venez on va s'asseoir pour parler alors que vous gardez par exemple certains quasiment comme en résidence surveillée, vous ne pouvez pas. Et donc, ça a même été le cas sur les modalités. Exactement. Donc il y a des modalités, il y a des conditions préalables qu'il faut remplir pour que le dialogue soit un véritable dialogue. Et donc je pense que ça doit faire partie des préliminaires, n'est-ce pas, de l'initiative de l'Église catholique. À côté de ça, je sais très bien que dans la région, il y a des acteurs qui essaient d'aider. Par exemple, je crois qu'il y avait une mission de la Côte d'Ivoire qui était là-bas il y a 2 ou 3 jours pour rencontrer les protagonistes. Donc je pense qu'il y a des initiatives, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, pour aider de rapprocher les partis. Et comme vous le savez, il y a un problème, il y a 2 problèmes au moins qui se posent au Bénin aujourd'hui. Vous avez le problème du président Boniaï et d'une certaine façon du président Soglo, c'est-à-dire que les 2 prédécesseurs de Talon et lui-même, qui, il faut régler, par exemple, dire quelle est la situation du président Boniaï, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas un problème d'ego? Oui, je ne peux pas dire oui de façon catégorique, mais quand vous regardez leur parcours, ça ne me surprendrait pas. C'est pas leur ego. Voilà, vous imaginez que si vous prenez le président Soglo, il considère que c'est lui qui a fait le président Talon, parce que c'est sous lui qu'il a commencé à faire les affaires. Il n'a pas commencé, mais c'est sous lui qu'il a eu... Il est devenu, je peux dire, l'homme d'affaires qui traite avec l'État. Le roi du coton. Le roi du coton, comme il est devenu par la suite. Donc,
Le président Soglo le regarde un peu comme un homme qui l'a fait et il estime qu'aujourd'hui, il n'est pas reconnaissant. Vous prenez le président Yahi, ils ont des litiges par rapport à leur collaboration passée, au point où on a soupçonné le président Talon d'avoir attenté à la vie du président Yahi. Donc vous voyez que ces deux anciens présidents et le président actuel ont des passés qui peuvent expliquer qu'ils aient des comptes à se régler entre eux. Et donc, mais ça, il faut trouver un cadre de discussion pour amener ces trois personnalités à s'asseoir pour voir comment éviter que leurs problèmes entre eux deviennent des problèmes pour le pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les élections qu'on a organisées, vous l'avez reconnu tout à l'heure, ont été des élections difficiles, ont été des élections dont les résultats sont caractérisés par quasiment tous, y compris par le chef de l'État, comme des résultats illégitimes. Et donc, on a un Parlement aujourd'hui qui ne représente pas, ça c'est mon avis, et je pense que, comme je le dis, partagé par beaucoup de gens. Voilà, taux de participation, le manque d'inclusivité, etc. Un Parlement monocolore. Un monocolore, c'est pas un Parlement légitime. Et donc, tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose pour régler ce problème. Régler ce problème, c'est d'abord comment est-ce qu'on fait pour que les formations politiques qui ne sont pas proches du pouvoir soient enregistrées. Vous l'avez rappelé au départ, aucun d'eux aujourd'hui n'est enregistré. Tous les partis, sont 4 ou 5 qui sont officiellement enregistrés aujourd'hui, sont des partis proches du pouvoir. Voilà. Donc, il faut régler ce problème parce qu'on a d'autres élections dans quelques mois. Dans moins d'1 an, on a les élections locales. Et si vous n'êtes pas présenté par des partis politiques, vous ne pouvez pas y aller. Et donc, il faut régler ce problème pour permettre à l'espace politique de redevenir inclusif. La deuxième chose, l'application des lois a posé beaucoup de problèmes. Le chef de l'État, dans le discours auquel vous avez fait référence tout à l'heure, a reconnu qu'il faut aller relire ces tests. Et donc, il faut commencer. Parce que dans 3 ou 4 mois, dès qu'on atteint octobre-novembre, nous allons revenir à la situation qu'on a connue en janvier-février dernier, à savoir que nous serons à moins de 6 mois des élections et que si jamais il n'y avait pas d'entente entre les acteurs politiques, on ne peut plus toucher aux tests et donc on peut reconduire la même situation. Et on va vivre le même scénario. Exactement. Donc d'exclure encore les autres. Je pense qu'il y a des questions urgentes qu'il faut régler. Et 6 mois, il y a des discussions à mener aujourd'hui. Et peut-être une dernière question, que je fais partie de ceux qui soulèvent assez souvent. On ne peut pas reconnaître qu'un Parlement est illégitime et puis faire comme si de rien n'était. Par exemple, est-ce que ce Parlement peut se permettre de prendre la Constitution et de la toucher? Légalement, il en a le droit. Mais politiquement, il n'est pas légitime pour, au nom du peuple, toucher à la Constitution. Et donc, moi, ça fait partie des questions que moi, je me pose. Mais est-ce qu'ils peuvent? Vous savez que chez nous, au Bénin, peut-être ici aussi, je pense, et dans la plupart des pays francophones d'ailleurs, les autres institutions de la République sont en partie constituées par des personnalités qui sont désignées par le Parlement. Si vous prenez par exemple la Cour constitutionnelle chez nous, une partie de ses membres sont désignés par le bureau de l'Assemblée. Vous prenez l'autorité de régulation des médias, une partie de ses membres est désignée par l'Assemblée nationale, etc. Si l'Assemblée n'est pas représentative, si les parlementaires qui sont là ne représentent pas, est-ce qu'ils peuvent se permettre de continuer à constituer les autres institutions et à perpétuer le déséquilibre qu'on a observé maintenant au niveau du Parlement? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et donc, je pense que si les Béninois, si le parti au pouvoir, avec le chef de l'État, sont sincères dans leur souci de dialogue, ils doivent dire comment on fait. Est-ce que, en respectant simplement les tests, on maintient ce déséquilibre et on renforce ce déséquilibre parce qu'on déséquilibre toutes les autres institutions de la République avec le temps, ou alors on cherche une solution quand vous êtes dans une situation inconnue par le passé, une situation particulière, vous cherchez des solutions particulières. Et donc, il faut que la classe politique, ce dialogue doit permettre aussi de dire comment on fait pour ne pas perpétuer, ne pas renforcer ce déséquilibre qui a commencé avec les élections législatives. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de rendre tout ce qui vient par la suite aussi inclusif que possible. Mais quel que soit le cas de figure, il semble que Talon quand même reste aujourd'hui le maître du jeu. Mais quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre? Parce que vous parlez de vous projeter à des élections locales qui doivent avoir lieu l'année prochaine. Oui. Et on risque de vivre la même situation. Absolument. Si rien n'est fait en urgence, parce qu'on peut continuer à tergiverser comme on le fait actuellement. Vous voyez qu'on n'en parle presque plus. Si ce n'est pas l'Église catholique qui est sortie la dernière fois, c'est comme si petit à petit la situation se normalisait. On va se retrouver très bientôt encore dans une situation difficile. Et donc, je crois qu'en urgence, il faut régler ce problème. Maintenant, si vous parlez de sa marge de manœuvre, au moment où je vous parle, ce qui est sûr, il est le maître du jeu du point de vue légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un Parlement, a priori, à 100% à sa solde,
il détient le pouvoir exécutif. La Cour constitutionnelle est considérée comme... Voilà, il détient la force publique. Donc je peux dire que légalement, il est le maître incontestable du jeu aujourd'hui. Mais vous savez qu'en démocratie, il y a la légalité et la légitimité. Et que la légitimité, parfois, peut s'exprimer et dépasser la légalité. Et donc je préfère... L'idéal dans une démocratie, c'est que les deux principes coïncident. C'est-à-dire que vous ayez l'autorité légale, mais que ce soit soutenu par l'acceptation des citoyens, la reconnaissance des citoyens de l'autorité que vous donne la loi. Mais si vous ne détenez que l'autorité et la force que vous donne la loi, vous pouvez rencontrer... Mais il y a une frange importante des Béninois qui sont avec Talon. Moi, j'ai interrogé ici à Dakar des Béninois vivant au Sénégal. J'avoue qu'ils ne sont pas contre ce qui est en train de se passer au Bénin. Parce que concernant les partis politiques, qu'est-ce qui les empêche d'aller chercher ces certificats de conformité? Voilà. Donc, disons que vous avez soulevé deux questions. La première question, il y a beaucoup de Béninois qui sont... Il y a certainement des Béninois qui soutiennent le président Talon. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce que je veux dire, pour moi, si les Béninois étaient vraiment d'accord avec ce qui se passait, le taux de participation de la dernière fois n'aurait pas été 27%. Et les 27%, tout le monde sait que ça, on peut même discuter ces 27%. Mais partons même de l'hypothèse que c'est 27%. Vous pensez qu'il y a un peuple où la majorité des gens soutiennent un chef d'État et quand il s'agit de le soutenir, surtout dans des contextes comme celui-là, où on savait très bien que le taux de participation serait un critère d'appréciation de la légitimité de la nouvelle législature et que le peuple n'irait pas voter, pourquoi ils ne sont pas allés voter? Donc pour moi, il faut prendre cette question au sérieux. Est-ce que vous voyez? Bon. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pourquoi est-ce que les partis politiques ne sont pas allés s'enregistrer? Là où nous en sommes aujourd'hui, quand vous écoutez les partis politiques de l'opposition et quand vous regardez la variation dans les positions du ministère de l'Intérieur, vous avez le sentiment qu'il y avait un problème au niveau de la délivrance du certificat de conformité à la loi. Et ce problème, réel ou non, est renforcé par la perception que nous, les citoyens béninois, et la plupart des pays africains, que nous avons que l'administration est rarement autonome et indépendante des acteurs politiques, surtout de ceux qui sont au pouvoir. Et donc, du point de vue de l'opinion, c'est comme si on comprend plus facilement lorsqu'on vient dire qu'on empêche les gens de l'opposition d'avoir leur certificat que le contraire. Parce que presque de façon systématique, on n'a pas confiance à l'administration, ou du moins pas à son autonomie et à sa capacité à ne respecter que les dispositions de la loi. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est cela. Le deuxième facteur, c'est le quitus fiscal. Des acteurs politiques de l'opposition ont crié tout le temps, jusqu'aux élections, qui remplissaient toutes les conditions, mais qu'on ne leur a pas délivré leur quitus fiscal, qui faisait partie des pièces qu'il faut déposer pour être candidat. Et donc, au jour d'aujourd'hui, entre vous et moi je ne sais pas où se situe la vérité. Si le gouvernement ne vient pas mettre un peu plus de transparence dans les procédures de délivrance du certificat de conformité et du quitus fiscal pour qu'on soit clair que tel a rempli les conditions, tel n'a pas rempli, c'est pourquoi il n'a pas eu. Voilà les problèmes qu'on a avec tel. Mais si on ne sait pas, l'opinion peut maintenir l'idée et l'opposition ne fera rien pour dire le contraire, que l'administration publique au service du pouvoir empêche l'opposition de s'enregistrer. Et donc je crois que pour moi également, ajouter à tout ce qu'on a dit par le passé, il faut rendre les processus de délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité aussi transparent que possible. Mais c'est tout de même étonnant. Au Bénin, la Cour constitutionnelle se prononçait sur les cas d'inconstitutionnalité qui se présentaient à elle. Et sur cette question-là, apparemment, la Cour constitutionnelle s'est rangée du côté du pouvoir. Parce que déclarer comme ça des partis politiques inaptes à se présenter à des élections, c'est tout de même, comme vous le disiez, légalement, c'est pas compréhensible, même légitimement. Dès l'instant où c'est un pays où il y a quand même cette histoire démocratique qui a connu un long cheminement et qu'aujourd'hui, brusquement, ils sont réduits à la merci d'un président, d'un chef d'État qui peut-être est sûr de son pouvoir. Mais justement, je parlais de la marge de manœuvre de Talon tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre légalement pour l'opposition, quand même, de faire face à... Disons, légalement, c'est très difficile, parce que lorsque vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, lorsque
vous avez le sentiment que la Cour, vous ne pouvez pas compter sur l'appareil judiciaire et la Cour constitutionnelle pour vous protéger, parce que quand vous parlez à l'opposition et à une partie de l'opinion aujourd'hui, ils pensent que la justice est caporalisée par le chef de l'État et que la Cour constitutionnelle est aussi plutôt sympathique vis-à-vis du chef de l'État. Quand vous êtes dans un environnement comme celui-là, dans un régime démocratique, vos limites, vos marges de manœuvre sont très limitées. En fait, vous n'avez plus beaucoup de choix que l'utilisation de la rue pour vous faire entendre. Et c'est ça qui amène justement le problème aujourd'hui. L'opposition a conscience de ce que la seule arme dont elle dispose, c'est sa capacité à mobiliser les citoyens pour demander à être écoutés, pour demander, n'est-ce pas, que leurs libertés et droits fondamentaux soient respectés, etc. Et je pense que, quoi qu'on fasse, si on ne règle pas rapidement tous les problèmes qu'on a cités jusque-là, c'est vers cela que nous allons aller. L'opposition n'aura plus que la rue, parce qu'elle n'est ni représentée au niveau de la représentation nationale, donc l'Assemblée nationale, et elle n'a pas confiance au troisième pouvoir que constitue, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire et le juridictionnel que constitue, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue, je pense que si on veut la paix et la stabilité au Bénin, il vaut mieux chercher des solutions qui rendent le processus encore inclusif, c'est-à-dire permettre aux acteurs qui souhaitent, qui ne partagent pas nécessairement les points de vue que le chef de l'État, de revenir dans le jeu démocratique au Bénin et de participer, n'est-ce pas, à travers les élections, à l'animation des institutions. Mais tout cela se passe sans Sébastien Ajevon. Aujourd'hui, il a eu même le statut de réfugié politique en France parce qu'il a dû fuir son pays, en tout cas accusé de trafic de drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, Ajevon ne fait pas partie aussi de la solution au Bénin? Normalement, si on devait régler tous les problèmes, ce n'est pas lui seul Ajevon, disons qu'ils sont un certain nombre, n'est-ce pas, d'acteurs politiques béninois qui sont aujourd'hui en exil, à tort ou à raison. C'est-à-dire qu'il y en a contre qui il Mais il est le plus important. Il est le plus important. Mais il était venu en troisième position. Et a soutenu le président Talon qui était deuxième. Tout à fait, oui. Qui a gagné les élections. Oui. Et donc, il est le plus, je veux dire politiquement, le plus populaire, mais il n'est pas seul. Ils sont un certain nombre aujourd'hui à être en exil parce qu'ils craignent, soit pour leur vie, soit pour leur liberté, s'ils revenaient au Bénin. À tort ou à raison. Et donc je pense que, comme vous le dites si bien, aller vers la pacification de la situation au Bénin, à la limite, pourrait conduire jusqu'à cela. C'est non seulement résoudre les problèmes, n'est-ce pas, d'inclusivité de l'espace partisan au Bénin et de l'animation de la vie politique au Bénin, mais c'est également permettre à tous les citoyens de revenir et de participer. Parce que c'est un mauvais signal. Lorsqu'un pays indépendant, lorsqu'un pays qu'on ne peut pas suspecter, n'est-ce pas, d'être sous influence, commence à reconnaître le statut de réfugié politique à des citoyens de votre pays. Ça suppose que chez vous, on peut désormais parler de prisonniers politiques, on peut parler de répression, de manipulation de la justice, on peut parler de tout ça. Et je pense que ce n'est pas bon pour le Bénin qu'on soit en train de nous traiter de cette manière. Ce n'est pas bon pour notre image, ce n'est pas bon pour notre état d'esprit, ce n'est pas bon pour l'avenir de la démocratie chez nous. Patrice Athanase Guillaume Talon avait promis de faire un seul mandat. Peut-être qu'après ce seul mandat, le problème va être résolu, puisqu'il a fait maintenant 3 ans, il a sa 3e année. Oui, il est dans sa 4e année. Oui. Les élections, la prochaine présidentielle aura lieu en avril ou en mars 2021. C'est vrai qu'il avait promis en venant qu'il ne ferait qu'un seul mandat et il ne liait cette option à rien du tout. Je crois que des gens lui avaient même demandé si vous n'arrivez pas à réviser la Constitution, parce qu'il voulait même inscrire le mandat unique dans la Constitution. Et je crois que des journalistes lui avaient demandé qu'est-ce qui se passerait si vous ne réussissiez pas à le faire. Il a dit, même si je ne réussis pas, moi je suis venu pour un mandat. Moi je ne sais pas s'il fera un mandat ou non. Moi, si vous voulez ma position personnelle, moi je ne suis pas pour le mandat unique. Selon ma compréhension, n'est-ce pas, de la structuration des mécanismes pour inciter les élus à fournir suffisamment d'efforts pour contribuer au développement de leur pays, le mandat unique ne fait pas partie des mécanismes qui devraient conduire à cela. Je pense que le double mandat fait partie des mécanismes prévus pour créer des incitations particulières chez ceux qui sont élus. Et donc, c'est ce en quoi moi je crois. Donc, moi, je n'ai jamais été pour l'idée de mandat unique
mais c'est lui-même qui a promis. Et donc, s'il devrait changer d'avis, de mon point de vue, il lui appartiendrait d'aller expliquer au peuple à partir du moment où il a décidé de trahir sa parole. Là, il aurait décidé de trahir sa parole. Mais, personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que moi, je ne suis pas pour le mandat unique, je n'ai jamais été pour et je ne le suis pas aujourd'hui. Le Bénin, c'est un pays à fort ancrage traditionnel. Est-ce que Talon, parce que à l'entendre parler parfois, on a l'impression qu'il est panafricaniste lui aussi, et que dans sa quête de vouloir développer le Bénin, il veut s'affranchir du colonisateur et vouloir calquer son développement à la béninoise. Est-ce que cela aussi n'est pas un peu l'explication que l'on donne? Je serai d'accord avec vous que c'est vrai que dans ces discours, on sent qu'il souhaite que l'Afrique regagne sa dignité, que les Africains reposent sur eux-mêmes, sur leur propre force, n'est-ce pas, pour insuffler le développement, pour l'épanouissement de leur peuple, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Que dans son discours, c'est ce qu'on entend. Moi, je ne veux pas vous dire là où je suis en ce moment dans la pratique, parce que dans la pratique, pour moi, c'est la manière dont vous gérez, par exemple, l'économie du pays. Si, par exemple, vous accordez trop de tous les marchés importants à des puissances étrangères, etc., vous remettez les secteurs de l'économie entre les mains des entreprises étrangères, ça peut aller en contradiction avec de ce genre de discours, de parole. Mais je peux être d'accord avec vous que dans les discours, c'est ce qu'il veut. Mais je veux séparer ça de ce que nous observons, qui n'est pas limité au Bénin. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de présidents aujourd'hui ou d'acteurs politiques qui pensent que la liberté est contradictoire avec la recherche du développement, etc. Et que pour eux, il faut sacrifier une partie de la liberté. Il faut restreindre la liberté. Oui, pour obtenir le développement. Ce n'est pas mon avis. Je pense qu'ils se trompent. Et je pense que c'est un danger pour l'Afrique. Parce que tous ceux qui pensent comme ça oublient qu'on a fait du moment des indépendances jusqu'à la lisière des années 80, fin des années 89, on est resté sous des pouvoirs autoritaires, à l'exception de quelques pays comme le Sénégal. Sinon, si vous prenez la sous-région ici, tous les régimes qu'on avait été des régimes autoritaires, où on n'avait pas de liberté, on n'a rien, ils ont pu développer quel pays? Donnez-moi un seul où on peut dire que sous ces régimes militaires, on a pu les développer. Donc si simplement le fait de supprimer les libertés des gens suffisait, je viens de vous dire que le Bénin, nous sommes restés 17 ans sous un régime militaro-marxiste, où on n'avait aucune sorte de liberté. Est-ce que le président Kérékou a pu développer le Bénin? Est-ce que Sékou Touré a pu développer la Guinée? Est-ce que je suis d'accord qu'ils n'ont pas nécessairement bénéficié de conditions favorables des puissances étrangères, etc. Mais si simplement la restriction de la liberté des citoyens suffisait, ils auraient développé tous les pays. Et ce que je dis pour l'Afrique, vous regardez toute l'Afrique. Les Bongo, comment vous les appelez, les Sassou Nguesso, les Mobutu, tout cela, ils avaient des pouvoirs autoritaires. Ils ne rendaient compte à personne, surtout pas à leurs concitoyens. Quel est le pays africain aujourd'hui que vous considérez comme développé où vous pensez qu'ils font mieux? Et donc, si simplement la restriction des libertés suffisait, on serait tous développés depuis longtemps. Et donc, il faut quand même qu'on s'interroge en regardant notre passé pour se demander, mais est-ce qu'on veut aujourd'hui retourner encore vers une situation où on confie tous nos destins à des individus, à des personnes, à des concitoyens qui peuvent décider de notre sort comme ils veulent, sans rien nous garantir en retour. Et donc, moi, personnellement, pour avoir connu ce passé dans nos pays, je suis sceptique quand je les entends dire ça. Et je connais des pays qui sont des pays relativement pauvres, où les gens ont essayé, en se battant dans un environnement de liberté, de construire, de se développer. Vous prenez l'Inde. L'Inde a été l'un des premiers pays qu'on a considéré des pays qui n'étaient pas riches, où la majorité des gens n'étaient pas de la classe moyenne, et qui petit à petit est resté dans un environnement de démocratie, et maintenant est en train de devenir, par exemple, comme une puissance. Vous prenez le Brésil, c'est pas différent. Le Brésil est parti. Donc je dis, pourquoi est-ce que nous, et je peux vous citer des pays africains, vous prenez le Ghana à côté, ils ont des difficultés. Mais ils ont des difficultés économiques comme tout le monde, etc. Mais vous pensez que le Ghana a quelque chose à envier, par exemple, au Togo, où vous avez un pouvoir familial depuis des années? Non. Vous pensez que, par exemple, si vous prenez les Ghanéens, avec toute la richesse dont disposent, par exemple, les gens du Congo-Brazzaville ou de Gabon, quand vous prenez ces ressortissants qui ne sont même pas trop nombreux dans leur pays, vous pensez que quand vous comparez les richesses dont ils disposent et le Ghana, vous pensez que les Ghanéens ont quelque chose à envier à... Voilà. Donc il faut que nous, les Africains, se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on pense maintenant brutalement encore que si on ne retourne pas dans des systèmes où nous n'avons pas de liberté, où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se développer? Et donc voilà
Et ça, je sépare cela de l'esprit de recherche du regain de dignité pour les Africains. Nous sommes tous d'accord pour ça. Que nous, les Africains, on veut se regarder avec dignité. Moi, maintenant, je veux bien être fier d'être Africain. Je le suis. Moi, je n'ai aucun complexe. Je le suis. Je suis fier d'être Africain. Je veux que tous les Africains se regardent en étant fiers, en étant sûrs que nous allons apporter notre pierre à la construction de l'humanité. Nous allons évoluer. Mais vous n'allez pas me dire que c'est seulement dans la suppression de nos libertés. Vous n'allez pas dire que sur cette terre des hommes, les Africains sont ceux qui ne peuvent pas évoluer en étant libres. Que c'est seulement les Africains qu'il faut mener à la lanière et au bâton pour qu'ils puissent travailler. Donc moi, je ne crois pas en ça. Je pense que nous cherchons toujours, et ça nous caractérise depuis longtemps, nous cherchons des solutions faciles à nos problèmes. C'est-à-dire que quand vous prenez le pouvoir, au lieu de gérer de manière à permettre à tous les citoyens de contribuer à la gestion, quand je dis contribuer, c'est pouvoir leur donner l'occasion de les écouter, donner l'occasion qu'ils contrôlent avec vous la manière dont vous gérez, etc. Comme ça gêne ceux qui gouvernent. Ils préfèrent toujours la situation où notre compte à rendre à personne. Ils préfèrent toujours la situation où personne n'a le droit de venir leur formuler des reproches à leur encontre. C'est la solution la plus facile. Vous confiez tout le pouvoir à un homme ou à un petit groupe d'hommes et puis vous les laissez faire ce qu'ils veulent. Mais quand ils conduisent le pays dans le chaos, qu'est-ce qu'on fait? Les citoyens de la RDC aujourd'hui, tout ce que les Mobutu ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils n'ont rien à faire. Donc vous continuez à vous battre pour relever le pays là où ils l'ont laissé. Et donc, moi je pense que c'est une injure pour les Africains que des chefs d'État aujourd'hui pensent que c'est en nous supprimant nos libertés qu'ils peuvent nous développer. Donc vous pensez que la démocratie est une condition au développement? La démocratie ne suffit pas pour développer un pays. Mais déjà, laisser la démocratie s'exprimer. C'est-à-dire que comprendre que lorsqu'on vous confie les affaires à gérer, à partir du moment où vous avez été élu, par exemple, ça ne veut pas dire que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez dans un pays. Ça veut dire que vous devez comprendre que vous avez l'obligation de maintenir un espace et des mécanismes vous permettant de demeurer à l'écoute de vos populations, de permettre à vos populations de contrôler la manière dont vous gérez le pays. Parce que c'est très difficile pour quelqu'un de se contrôler lui-même. Vous pensez que les acteurs politiques, quand ils sont au pouvoir, ils peuvent se contrôler eux-mêmes, s'empêcher, n'est-ce pas, de mal gérer les ressources publiques, etc. Non. Permettez à d'autres de regarder, d'attirer votre attention. Permettez à tout le monde. Mais quand vous êtes au pouvoir, c'est gênant que quelqu'un soit là à vous rappeler tout le temps tout ce que vous faites de mal. Quelqu'un soit là à vous rappeler tout le temps ce qui ne va pas bien. Quelqu'un à mettre le doigt sur ce que vous faites de mal. Et les politiciens n'aiment pas ça en général. Et donc, tout le monde préfère un environnement où on n'a pas de compte à leur demander. Mais on ne peut pas garantir le développement comme ça. Et comme je viens de vous dire, nous les Africains, si on ne veut pas faire preuve d'amnésie, on n'a qu'à regarder simplement notre propre passé. Et on va voir que remettre tout le pouvoir à un groupe d'individus, supprimer les libertés des citoyens ne suffisent pas pour garantir le développement. La démocratie non plus ne suffit pas. Mais la démocratie au moins offre des espaces où on peut permettre qu'on prenne en compte la contribution de tout le monde. Contrairement au système où vous reprimez les gens, où vous empêchez les gens de s'exprimer, au moins vous êtes dans un espace où vous pouvez profiter, n'est-ce pas, de la contribution de tout le monde. Vous êtes dans des espaces où les citoyens ont la capacité de laisser leur génie s'exprimer. Je vais vous donner un exemple. Si je prends mon pays, je ne veux pas parler du Sénégal pour qu'on ne me dise pas que je ne connais pas. Nous sommes restés sous le régime de dictature de 1972 à 1989. La dictature de Kérékou. De Kérékou. Je peux vous jurer que si vous allez au Bénin aujourd'hui, de 90 à 2019, si vous voyez le nombre d'écrivains que nous avons, le nombre de couturiers que nous avons, de créativité du point de vue de la culture, le nombre de gens qui initient toutes sortes de choses, vous allez vous demander, mais est-ce que des gens qui sont nés dans cette période sont plus intelligents que ceux qui étaient là? Parce que quand vous êtes dans un environnement où vos libertés sont réprimées, où il y a un petit groupe qui pense que c'est eux qui connaissent la vérité, c'est eux qui doivent autoriser tout ce que vous allez faire, vous tuez le génie d'un peuple. Le génie d'un peuple ne peut s'exprimer que dans un environnement d'ouverture. Même ceux qui parlent de la Chine, oui, même ceux qui parlent de la Chine, ils ne savent pas qu'aujourd'hui la Chine a des espaces de liberté où les gens sont capables d'exprimer, voilà, leur génie. Le génie d'un peuple ne s'exprime que dans un environnement de liberté. Naturellement, il n'y a rien sans coût. Là où vous permettez au génie positif de s'exprimer, le génie négatif aussi va s'exprimer. Et donc, tout ce que nous souhaitons, c'est comment créer l'environnement pour que le génie positif s'exprime et qu'on contrôle le génie négatif, qu'il ne nous nuise pas. C'est tout ce qu'on souhaite. Et vous pensez que Talon... Je pense que, moi, ce que je vous dis là, je peux vous en apporter la preuve
en citant ses propos, le président Talon ne considère pas la démocratie et les droits de l'homme comme une priorité. Et c'est ça le problème. C'est pas une priorité chez lui. Voilà. Chez lui, il pense que la priorité, c'est le développement. Mais c'est ça que je viens de vous dire. Ça ne peut pas suffire. Vous ne pouvez pas dire que ce qui me préoccupe, c'est vous donner à manger. Et maintenant, même s'il faut pour cela que je supprime vos droits et libertés fondamentaux, je vais le supprimer. C'est comme si vous nous transformiez, nous les citoyens, seulement en des tubes digestifs. Les religieux disent que l'homme ne vit pas que de pain. Moi, en tant que démocrate, je dirais le citoyen démocratique ne vit pas que du pain. Il vit aussi de la liberté. Il vit de la respiration, voilà, de la liberté de penser, de s'exprimer, de s'associer. C'est tout ça qui fait aussi un bon citoyen. Ce n'est pas seulement la nourriture. Si c'est seulement la nourriture, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de système de gouvernement et tout ça. Mais au moins chez Talon, c'est clair, mais dans la plupart des autres pays africains, les chefs d'État nous font croire que nous sommes dans un pays où la démocratie fonctionne normalement, alors que c'est dans la réalité de tous les jours, c'est pas le cas. Exactement. Donc je pense que là également, il faut situer quelque chose, à savoir que nous sommes sur le chemin de la démocratie. Nous avons commencé véritablement il n'y a pas très longtemps. Donc je peux comprendre que nous sommes dans un processus d'apprentissage. Je peux comprendre que les acteurs politiques tentent de tirer profit de ce que nous sommes dans ce processus d'apprentissage. Et que par conséquent, les institutions sont faibles, par exemple. Et donc ils en profitent pour d'une certaine manière caporaliser tout le système en faisant semblant de jouer le jeu de la démocratie. Je comprends ça très bien. Mais c'est en laissant le jeu se jouer que petit à petit, nous gagnons. Si vous faites attention, vous prenez le Sénégal au jour d'aujourd'hui, je crois quand même que vous avez connu des avancées du point de vue démocratique quand vous comparez aux années 60. Vous comparez aux années 70, même aux années 80. Le Bénin, malgré tout ce que je vous dis là maintenant, si on compare le Bénin du début des années 90 à aujourd'hui, je peux mettre le doigt sur des avancées. Je peux citer beaucoup d'autres pays. Donc nous sommes en train d'avancer. Ça prend le temps que ça prend. Mais laissons le jeu se poursuivre pour que petit à petit, on aille vers les rivages où on pourrait se considérer comme des démocraties raisonnables. Parce que, comme vous le savez, aucun pays n'est démocratique au sens idéal de dire. Tous les pays sont d'une manière ou d'une autre sur le chemin de la démocratie. Mais il y en a certains qui sont en avance sur d'autres. Et donc, pour le moment, donnons-nous les moyens de rester sur le chemin et de construire au fur et à mesure et d'apprendre des insuffisances, d'apprendre des difficultés pour mieux construire les systèmes démocratiques chez nous. En tout cas, espérons que la crise au Bénin trouve une issue heureuse. Merci beaucoup, Mathias Umpe, d'avoir bien voulu répondre aux questions de perspective. Je rappelle que vous êtes administrateur de programme gouvernance politique et consolidation démocratique à Osiwa. Encore une fois, merci. Merci, c'est mon plaisir.